Donc je passe la parole en premier lieu à Madame Françoise Tenenbaum, adjointe au maire de Dijon, vice-présidente du conseil régional et qui représente le maire de Dijon. Bonjour à chacun de vous. Je vois que les rangs sont encore clairsemés et je vous prie de nous excuser si jamais vous avez eu des problèmes de circulation. Un vendredi, jour de marché, il pleut, c'est peut-être déjà les blocages de demain. Enfin bon, vous allez arriver, je pense, vous êtes plus nombreux, mais là, je crois que ça a été un peu difficile. Je suis heureuse de vous accueillir ici à Dijon, au nom de François Rebsamen, maire de Dijon, président de Dijon Métropole, ancien ministre et président du conseil de surveillance du CHU de Dijon. Et à l'occasion, à la demande de M. Balzer, je vous prie d'excuser Mme Beau qui a été retenue ce matin par une réunion urgente, mais qui sera avec vous cet après-midi. Et bien sûr, je suis heureuse de vous accueillir en mon propre nom, puisque je suis toujours très attachée à la Fédération hospitalière de France et que, par ailleurs, je préside une association très liée à la FHF, qui est l'ADMS, qui est l'Association de développement du médico-social public. Voilà. Nous sommes sensibles à ce que la Fédération hospitalière de France Bourgogne-Franche-Comté ait choisi la métropole régionale pour y tenir son colloque annuel. Et j'accueille avec plaisir mon collègue conseiller régional, président de la FHF Bourgogne-Franche-Comté, Patrick Jean, avec qui j'ai passé toute la journée hier, une journée longue à la région. Madame la déléguée générale de la FHF nationale, Zénab Riette, chère amie, avec qui j'ai aussi beaucoup travaillé au sein de la DMS notamment, et Monsieur Pierre Pribille, directeur général de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, avec qui nous sommes en relation au moins hebdomadaire, voilà, sur des projets très intéressants qui rentrent dans la convention cadre que la région de Bourgogne-Franche-Comté a conclue avec l'ARS, et je crois que nous sommes une des premières régions à avoir fait une telle convention. Ça nous permet de cheminer de concert, aussi bien sur l'aménagement du territoire que sur la prévention ou l'environnement, et donc c'est une très bonne chose. Voilà. Bien sûr, je salue Denis Valzer, le délégué régional FHF Bourgogne-Franche-Comté, et Sévéna Roland, la déléguée régionale adjointe. Un colloque qui a pour thématique travailler à l'hôpital, l'humain au cœur des mutations. Je ne peux que confirmer que ce facteur est essentiel, non seulement pour le bien-être au travail de tous les agents, ce qui est primordial, et du personnel heureux, c'est des malades mieux accompagnés, bien sûr, mais aussi pour engager nos établissements dans des démarches innovantes, le passage aux prises en charge ambulatoires, les équipes mobiles, la télémédecine, la téléconsultation, la robotisation des actes techniques tels la chirurgie, les techniques de simulation, voire de préparation des interventions chirurgicales, le télétravail pour certains agents administratifs, les plateformes territoriales d'appui et autres modalités de coordination avec les professionnels libéraux, notamment en maison de santé pluridisciplinaire ou avec le secteur médico-social, voire le secteur social. Tout cela heurte de plein fouet les modalités anciennes de travail, qui souvent, il faut le dire, étaient des modalités de travail en silo. Sortir des murs sécurisants de l'établissement hospitalier, voire faire confiance à une machine, un robot, consulter à distance, cela a de quoi déstabiliser, on le comprend bien. Par ailleurs, notre population prenant de l'âge, certaines maladies devenant chroniques et touchant un nombre toujours plus grand de patients, nos établissements ont également à s'adapter. Les hôpitaux de proximité sont sans doute les plus sollicités pour le grand âge, en écho aux EHPAD ou encore aux services médico-sociaux à domicile. Ces bouleversements
touche en effet tous les secteurs, y compris la santé mentale. Et ces bouleversements arrivent dans une période difficile quant au financement de nos établissements. Et on voit qu'encore dans le plan Ma Santé 2022, eh ben, les établissements sont sollicités pour encore des réductions financières bien souvent. Alors, je sais que vous faites preuve d'une politique très volontariste et que vous faites le maximum, de même que les établissements de la ville. Je voudrais parler de l'EPCAPA, qui est un EHPAD de bientôt 295 lits. Et puis aussi, j'aurais parlé d'un établissement que je préside aussi, qui est l'EPNAC, l'établissement public national André Koenigswarter, qui s'occupe de personnes en situation de handicap. Je sais bien que vous faites le maximum, mais c'est difficile pour tous. Et j'ai envie de dire, ces gains en gestion, eh bien, ça pèse sur le quotidien de tous. Mais je sais que vous êtes aussi très friands de nouveautés et d'innovation, et ce colloque a aussi ce but-là. Alors, bien sûr, vous êtes à Dijon. Dijon, c'est la cité de la gastronomie. Je sais que hier soir, vous avez pu goûter à cette gastronomie réputée. Et je sais aussi que hier soir, vous avez pu visiter le musée des Beaux-Arts, enfin la première tranche rénovée du musée des Beaux-Arts. Vous avez d'ailleurs eu raison, parce que ce musée va fermer pendant 3 mois avant que nous puissions réouvrir le soir de la nuit des musées, le musée rénové dans sa totalité, et ce sera sûrement un très grand jour. Donc, profitez pendant votre week-end, j'espère que vous allez pouvoir rester à Dijon, de cette cité de la gastronomie, qui est aussi labellisée pour les climats de Bourgogne, et prenez du bon temps à Dijon, sans doute que demain il fera beau. Très bonne journée, et merci beaucoup. Maintenant, je passe la parole à notre président régional, Monsieur Patrick Genre, conseiller régional, maire de Pont-d'Allier, donc président de la FHF Bourgogne-Franche-Comté. Merci, Denis. Madame Françoise Tenenbaum, adjointe de la ville de Dijon et collègue à la région, je pourrais bien vouloir saluer Monsieur le maire de Dijon de ma part, Monsieur le directeur général de l'ARS, Monsieur Pribil, Madame la déléguée générale de la FHF, et vous toutes et vous tous ici présents et présentes dans ce bel auditorium du Palais des Congrès de Dijon. Merci d'avoir répondu à cette invitation de la FHF Bourgogne-Franche-Comté. Depuis maintenant 4 ans, pardon. La FHF souhaite bien entendu animer par ces forums la vie de sa structure, animer la vie des établissements hospitaliers du territoire bourguignon-franc-comtois, et c'est toujours un plaisir de vous y accueillir. Je crois que la santé est un carrefour pour son avenir, un carrefour qui va déterminer sa pérennité, la pérennité de l'offre publique de santé, mais au-delà de la pérennité de l'offre de soins globale sur le territoire français. Ce carrefour, il va falloir que nous le prenions ensemble et que nous le prenions dans le bon sens, si je puis dire. Faire en sorte que nous construisions des bases saines pour l'avenir. Le président de la République a, je crois, dressé une orientation générale avec le plan Ma Santé 2022. Je ne vais pas, bien entendu, le développer, ce plan, mais vous dire mon point de vue personnel, mais qui est, je pense, partagé. Madame la déléguée générale ne me contredira certainement pas, puisqu'on en a parlé au conseil d'administration. Ce plan inclut des éléments qui sont, je dirais, fédérateurs, je crois que c'est une première où nous avons une vision globale de l'offre de soins et une perspective qui est dressée, qui nous est proposée. Je crois qu'il y a des choses intéressantes dans le plan Ma Santé 2022, mais ce n'est pas suffisant. Loin de là, je vais m'expliquer. Je vais ressortir 3 éléments qui me semblent primordiaux, moi, en tant que président de la FHF Bourgogne-Franche-Comté, et je pense que vous les partagerez, parce que l'hôpital est au cœur de ces éléments. Bien entendu, la gradation des soins, l'évolution des GHT, et puis les CPTS. Et à travers ces 3 éléments, je dirais que c'est la place de l'élu local qui est aussi mise en évidence. Et je pense que l'élu local, j'en suis un, aura et devra avoir demain de plus en plus d'importance pour fédérer, structurer, animer la mise en place de cette offre de soins. La gradation des soins, je trouve que c'était attendu depuis longtemps.
C'était attendu depuis longtemps que l'État, que le président de la République précise quelle est sa vision aujourd'hui de ce que doit être la gradation entre les différentes offres des hôpitaux. Et je crois que c'est la première fois, et ça c'est une bonne chose, où on a l'affirmation de cette gradation des soins, avec l'affirmation en particulier de la notion d'hôpital local de proximité, des hôpitaux, on va dire, pivots et des hôpitaux référents. Et donc à travers cela, c'est l'offre de soins qui est proposée à la population. En soi, c'est une bonne chose, parce que ce plan réaffirme donc l'importance capitale des hôpitaux locaux de proximité. Mais, parce qu'il y a un mais, cela ne suffit pas. J'y reviendrai aussi. On affirme des choses, mais on ne donne pas les moyens pour les mettre en place. Et ça, c'est pour moi primordial. Autre élément, la mise en place des GHT New Look, si je puis dire, où là, on souhaite véritablement structurer en infraterritorial, la déclinaison de l'offre de soins. En soi, c'est une bonne chose, je le pense, sincèrement, le GHT en tant qu'élément qui va permettre de rationaliser, d'optimiser le fonctionnement des établissements publics de santé, je crois que c'est une chose intéressante. Mais je le dis, et je l'avais déjà dit lors des précédentes interventions, moi je ne suis pas, en tout cas personnellement, je ne suis pas favorable à ce que le GHT se transforme en supra-hôpital. Le GHT, c'est une structure fédératrice ou fédérative, c'est une structure d'organisation, cela ne doit pas être une structure hiérarchique. Et en tout cas, au sein du GHT, il faut que les établissements qui y appartiennent gardent leur autonomie, coopèrent bien entendu, de plus en plus pour les fonctions support, mais gardent aussi leur autonomie. Et ce qui est important dans le GHT pour moi, c'est la mise en place des PMP, des projets médicaux partagés, qui sont véritablement la structure, la colonne vertébrale de l'offre de soins. Et dans le GHT qui est, entre guillemets, proposé dans Ma Santé 2022, on sent quand même cette volonté sur laquelle il faudra que nous soyons vigilants, en tout cas je le serai au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, une volonté affirmée de recentrer, de reconcentrer un certain nombre de leviers des décisions au sein des hôpitaux référents tête de GHT. Et là, je dirais qu'il faudra faire attention de ne pas franchir la ligne continue, qui viserait à retirer toute autonomie aux hôpitaux qui ne seraient pas l'hôpital référent. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas, en tout cas pas en Bourgogne-Franche-Comté. On a la chance d'avoir, et j'aurais salué Madame la directrice générale de l'hôpital du CHU de Besançon, et salué aussi Madame la directrice générale du CHU de Dijon, qui est absente ce matin, mais on a la chance d'avoir deux CHU, en tout cas, qui travaillent dans ce sens de ne pas être, entre guillemets, aspirateurs de tous les autres, bien au contraire, mais d'être véritablement des établissements qui vont coopérer avec leur territoire. Et puis les CPTS. Je pense que pour moi l'élément essentiel de Ma Santé 2022. Le président de la République a réaffirmé ou a affirmé que la santé devrait s'organiser autour de deux composantes. On va dire la médecine hospitalière et puis la médecine de ville. La médecine de ville, ce seront les CPTS. Ces CPTS, je pense que ça peut être un véritable levier, là aussi, d'équité territoriale dans l'aménagement de l'offre de soins. C'est un vrai défi. Il va falloir arriver à convaincre les médecins de ville de travailler ensemble. Il va falloir arriver à les convaincre de définir des orientations générales sur leur propre territoire. Il va falloir, ça c'est mon point de vue aussi, que les CPTS intègrent les GHT. Alors intègrent, c'est pas forcément intégré de manière juridique, mais en tout cas soient associés à la réflexion des GHT dans leur PMP en particulier. Sinon, nous passerons à côté de quelque chose. Moi, je le dis souvent au conseil d'administration de la FHF, et je ne suis pas forcément toujours suivi, en tout cas pour l'instant je ne suis pas forcément majoritaire, mais pour moi, les GHT, les hôpitaux doivent s'ouvrir. L'hospitalocentrisme ne marchera plus. Aujourd'hui, si on veut sauver l'hôpital public, il faut que l'hôpital public coopère, s'ouvre aux autres acteurs de la santé, que sont les médecins, que sont la médecine de ville, que sont les autres acteurs de la santé. C'est le cas bien souvent, parfois ce n'est pas encore le cas. Il faut donc qu'on ait une autre vision de l'organisation territoriale de la santé, mais il faut bien entendu que nous défendions, et c'est le rôle de la FHF, l'hôpital public comme étant le pivot de l'offre de soins. Mais un pivot qui n'est pas unique, qui n'est pas, entre guillemets, celui qui veut tout gérer ou tout diriger. Non, un pivot autour duquel va s'organiser l'offre de soins. Et c'est cette ouverture qu'il va falloir que nous pilotions dans l'avenir. Je le disais, il y a des bonnes choses, c'est ce que j'essaie de vous dire en quelques mots, mais cela ne suffit pas. Monsieur le directeur général, vous le savez, on en a parlé il y a 3 jours ensemble. Les mots, c'est bien. La littérature, c'est bien. Mais sans moyens, on ne peut rien. Et c'est le sens de la motion qui a été votée au dernier conseil d'administration de la FHF à Paris, si le gouvernement, si l'État ne se rend pas compte de la situation dramatique dans laquelle se trouvent la plupart des établissements publics de santé,
dramatique en termes de logistique, en termes de moyens financiers, dramatique, et c'est le thème du forum, en termes de tensions humaines à l'intérieur de leur service, en termes de stress, en termes parfois de burn-out, que ce soit dans les personnels médicaux ou non médicaux. Si le gouvernement ne se rend pas compte de cette situation et ne donne donc pas des moyens spécifiques d'urgence, eh bien, on ne pourra pas parler d'hôpital dans 4 ans, dans 5 ans. Il en manquera la moitié. Donc toutes les belles perspectives qui sont dressées par le plan Ma Santé 2022 seront mortonnées, si je puis dire, puisque nous n'aurons plus, pour les mettre en place, les hôpitaux publics. Et quand j'entends, communication politique, qu'on annonce avec fierté que pour la première fois le budget de la sécurité sociale sera bénéficiaire en 2019, on fait fi du milliard et plus de déficit cumulé des hôpitaux publics. On fait fi de ce qui est demandé pour les hôpitaux publics dans la PLFSS 2019 en termes d'économie. Donc on annonce plus 400 millions d'un côté, mais on reprend 900 millions de l'autre. Cherchez l'erreur. Donc ça veut dire que les belles perspectives, et les perspectives qui me semblent véritablement porter sens, qui ont été proposées par le président de la République, ne sont pas traduites dès 2019, donc dès le lendemain de leur annonce, ne sont pas traduites dans les faits par les annonces budgétaires. Et ça, c'est quelque chose qui me heurte et quelque chose qui va être, à mon avis, très perturbant, parce que si le gouvernement ne dégage pas des moyens supplémentaires dès 2019, je pense que l'hôpital public va exploser. Va exploser. On est face à une bombe à retardement. Tous les directeurs d'hôpitaux le disent. La FHF n'arrête pas, le président Frédéric Valtou, que je salue d'ailleurs, vous saluerez de la part de la FHF, Bourgogne-Franche-Comté, se bat tous les jours, je dirais, avec la déléguée générale, pour interpeller le gouvernement, pour dire au gouvernement, oui, il y a des bonnes choses, oui, mais donnez-nous les moyens de les appliquer, ces bonnes choses. Sinon, eh bien, ça sera lettre morte. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que, pour revenir et pour ne pas être trop long, vous dire bien entendu que l'hôpital est un carrefour, et ce carrefour, on doit le prendre ensemble, c'est-à-dire ensemble avec l'ARS, ensemble avec l'État, ensemble avec les élus locaux, ensemble avec la médecine de ville, et tout cela doit s'agréger au sein de cet équipement territorial de la santé. Et ça, je peux vous dire que je serai vigilant, je serai un acteur, en tout cas, j'espère, actif pour défendre les intérêts de l'hôpital public, mais pas que, en complémentarité des autres. En tant qu'élu local, nous devons, avec François Sénémon, d'avoir une vision globale des choses et non pas une vision sectariste. Voilà, enfin, pour ne pas être bien trop long, je voudrais vous dire quelques mots sur la vie de la FHF Bourgogne-Franche-Comté. Je voudrais remercier à la fois Denis et Sévena pour le travail qu'ils effectuent au quotidien pour animer, pour structurer la FHF Bourgogne-Franche-Comté, pour faire en sorte que vous trouviez au sein de la petite structure de la FHF Bourgogne-Franche-Comté eh bien, toutes les informations, tous les soutiens que vous pouvez rechercher, des soutiens souvent juridiques, souvent de prise de position, souvent de relais d'informations et de pression, si je puis dire, auprès de l'ARS. Vous dire que, bien entendu, la FHF Bourgogne-Franche-Comté est à votre disposition pour vous aider à vivre au quotidien votre dur métier de directrice ou de directeur d'hôpital. Et je voudrais vraiment les remercier devant vous pour le travail qu'ils effectuent tout au long de l'année et en particulier au moment du forum. Vous dire aussi, je l'avais dit l'année dernière, que même si nous ne sommes pas toujours d'accord, loin de là, avec l'ARS, avec M. Pribil et toutes les personnes qui travaillent autour de lui, il le sait, je lui ai dit, et je le dis vraiment devant vous très sincèrement, j'apprécie l'ouverture malgré tout, je dis bien malgré tout, malgré ces quelques oppositions qui peuvent exister, j'apprécie l'ouverture d'esprit de M. Pribil et en tout cas sa volonté, même si il est là bien entendu pour défendre et appliquer la politique qu'on lui demande d'appliquer, que la ministre lui demande d'appliquer. En tout cas, avec les relations qu'il a avec la FHF, je parle de ce que je connais moi, je ne parle pas de ce qu'il a avec vous comme relation, mais en tout cas, avec la FHF, il a toujours tenu à respecter ses engagements d'ouverture, de rencontres régulières, d'échanges, de concertation, et au moins qu'il connaisse et qu'il sache quels sont les domaines de préoccupation de la FHF pour qu'il puisse soit prendre des décisions qui lui appartiennent, soit les relayer auprès du ministère. Donc je voudrais remercier M. Pibril pour cette ouverture d'esprit et cette volonté de coopérer, et en tout cas d'entendre et d'écouter la FHF Bourgogne-Franche-Comté, même s'il y a des sujets sur lesquels on est loin d'avoir trouvé, entre guillemets, une entente cordiale, mais ça reste quand même tout à fait respectueux. Je crois que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur la situation de la santé et sur la situation de la Bourgogne-Franche-Comté en particulier. J'aurais pu bien entendu développer, mais ce serait trop long, la situation particulière de certains secteurs géographiques de la Bourgogne-Franche-Comté qui là sont dans la même situation que l'offre de santé nationale, ont besoin de décisions d'urgence dès 2019 pour sauver
ces hôpitaux dans certains secteurs de la Bourgogne-Franche-Comté, on le sait. Il y a certains hôpitaux qui se trouvent en situation plus que dramatique, qui sont à la rupture, quasiment à la rupture. Et il faut que nous les accompagnions, que ce soit la FHF ou l'ARS, il faut que nous les accompagnions pour qu'ils arrivent à passer ce cap difficile pour les directeurs et directrices, mais difficile aussi pour l'ensemble des personnels qui travaillent au sein de ces établissements. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous remercier à nouveau de votre participation à ce forum, remercier l'ensemble des exposants qui ont répondu également présents. Souhaiter que ce forum qui a commencé hier se termine bien aujourd'hui. Et puis, vous lui direz, parce que je vais partir moi avant la fin de matinée, puisque j'ai d'autres engagements sur Pontarlier, mais j'aurais voulu, mais comme elle est retenue par une réunion d'urgence, saluer Madame Beau, qui vit, entre guillemets, son dernier forum, puisqu'elle va être en grande vacances dans quelques semaines. Et j'aurais voulu lui dire, mais vous lui direz de ma part cet après-midi, que je salue en elle un exemple d'engagement, un exemple d'implication, un exemple de mise à disposition de l'intérêt personnel pour l'intérêt général. C'est ce que vous faites tous et toutes au quotidien. Et je sais qu'on en a longuement parlé hier à table. Lorsqu'on est directeur ou directrice, eh bien, on fait passer l'intérêt général avant son propre intérêt, en tout cas son intérêt personnel ou familial. Et j'aurais voulu saluer et remercier Elisabeth Beau pour tout ce qu'elle a fait tout au long de sa carrière, en particulier à la fin de sa carrière ici même à Dijon. Voilà, merci à vous toutes et à vous tous. Je vous souhaite un bon forum et puis je crois que je laisse la place maintenant à Madame la déléguée générale. Merci, bonne fin de journée. Bonjour, Monsieur le Président de la Fédération hospitalière Bourgogne-Franche-Comté, cher Patrick Genre, Madame l'adjointe au maire, représentant le maire de Dijon, chère Françoise, Monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé, Madame la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Dijon, chère Chantal. Oh. Je pense qu'elle m'en voudra pas. En tout cas, n'y voyez aucune promission ni aucune vision dans ce domaine. Et puis, bien sûr, parce que je pensais très fortement à Elisabeth Beau et je vous rejoignais tout à fait, Président, sur sa valeur, sa qualité, son grand professionnalisme. Et nous aurons l'occasion de lui redire. J'en profitais aussi pour saluer et surtout féliciter, puisqu'il est à ses côtés, elle est aux côtés de la directrice générale du CHU de Besançon, son nouveau directeur général adjoint, fraîchement nommé, et là je ne me trompe pas, cher Emmanuel, Monsieur le délégué régional de la FHF Bourgogne-Franche-Comté, cher Denis, Madame la déléguée régionale adjointe, chère Sévena, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des usagers, Mesdames et Messieurs les membres des instances de la FHF, Mesdames et Messieurs les directeurs, les présidents de commissions médicales d'établissement, chers amis, avec un salut amical à Patrice Barberousse, qui a d'ailleurs œuvré et fortement œuvré dans cette région et qui est parmi nous. Mesdames et Messieurs, alors bien sûr, je suis très heureuse et ravie d'être parmi vous à l'occasion de ce 4e forum FHF de votre région, dans cette très belle ville de Dijon, chère Françoise. Mais je souhaite en premier lieu vous présenter les excuses de Frédéric Valtou, notre président, et qui m'a chargé de vous transmettre toutes ses amitiés. Votre fédération régionale est très présente dans nos actions nationales, non seulement, bien sûr, compte tenu des fonctions qu'assume Denis, et je souhaite le remercier pour son efficacité, son sérieux et ses appuis à mes côtés, mais aussi, et je veux le souligner, à travers les responsabilités de votre président, Patrick Genre, infatigable défenseur des territoires, en tant que président de notre commission Parcours de santé et de vie, prévention, accès aux soins et territoires, et de Françoise Tenenbaum, en tant que présidente de notre association pour le développement du secteur médico-social public, et je sais combien, pour avoir œuvré avec grand plaisir à ses côtés, combien non seulement elle est impliquée dans ce domaine, mais combien sa vision est extrêmement importante pour nous. Je tiens à vous féliciter pour cette initiative, celle d'organiser depuis 4 ans un forum régional annuel qui témoigne là aussi d'une volonté toujours plus forte de rassembler la famille hospitalière, sanitaire et médico-sociale, et je crois qu'en ces temps, c'est plus que nécessaire. Vous le savez, je suis particulièrement attachée à la vitalité des fédérations régionales, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis toujours
très heureuse de constater le dynamisme qui émerge au sein de ces rencontres. Dans votre région, je sais que la fédération occupe un rôle essentiel dans l'animation de la communauté. Je l'ai encore constaté lors de votre récente convention à Besançon, où là nous avons eu l'occasion d'échanger sur les sujets d'actualité et les sujets qui vous préoccupent ici. Pour cela, je tiens aussi aujourd'hui à vous remercier, car la FHF, c'est d'abord et avant tout la force et l'énergie de ces régions, de ces établissements, de ces professionnels sur le terrain. En particulier, Monsieur le Directeur général de l'Agence régionale de santé, je ne doute pas que nos instances et nos délégations, et notamment notre délégation régionale, soient des partenaires constructifs, mais aussi, et ils ont raison de l'être, particulièrement exigeants vis-à-vis de l'Agence régionale de santé, comme ils le sont également avec les conseils départementaux. Car vous le savez, les dossiers difficiles ne manquent pas, notamment dans cette grande région marquée par de forts contrastes géographiques et démographiques. C'est pourquoi je suis avec une grande attention ce qui vous préoccupe tout particulièrement, et je citerai notamment les contraintes malheureusement récurrentes de la démographie médicale et de la pénurie, notamment dans le médico-social, de personnel et de soignants. La situation budgétaire particulièrement tendue, mais j'y reviendrai dans le cadre des initiatives que nous avons prises au plan national. Il convient cependant de souligner, au-delà de ses conséquences à court terme, le risque que cette situation fait peser sur l'investissement pour beaucoup d'établissements, mais également sur les tensions qu'elle crée au sein des équipes. Une pression toujours plus forte sur vos établissements et sur leurs services, et en particulier aussi les services d'urgence, mais aussi et surtout au quotidien, face à la prise en charge de personnes en détresse ou en situation de précarité ou encore en situation de perte d'autonomie. Et à ce titre, je voudrais vraiment saluer, rendre hommage à l'ensemble des équipes dirigeantes, médicales, soignantes, administratives, logistiques, qui, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, œuvrent au quotidien, et je sais combien œuvrer dans ce contexte aujourd'hui kafkaïen est extrêmement difficile, et vous avez raison de le dire, que c'est leur professionnalisme et leur sens de l'intérêt général qui guident leur action au quotidien. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier, et je pense qu'il faut, comme il nous faut avoir toujours l'éthique comme soubassement de nos réflexions, je pense que dans toutes les discussions et tous les dossiers que nous avons à traiter, remettre l'humain et ce que je viens de vous dire au centre des préoccupations est essentiel. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui dans un moment important pour notre système de santé, au lendemain des annonces du président de la République, mais à la veille également du lancement du comité de suivi de Ma Santé 2022, puisque nous sommes invités le 19 novembre au premier comité de suivi c'est tellement difficile à dire, où nous allons nous annoncer la méthodologie et, j'espère, les chantiers et le calendrier. Alors, c'est aussi l'occasion d'aborder les sujets qui nous préoccupent, et notamment le PLFSS 2019. Et par ailleurs, permettez-moi enfin de pouvoir aborder en fin de discours des points concernant le choix de votre thématique aujourd'hui. Mais tout d'abord, revenons à la transformation du système de santé et à Ma Santé 2022. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, si la FHF a salué le sens qui était enfin donné à cette réforme, et notamment de dire que si aujourd'hui l'hôpital et aussi les structures médico-sociales connaissent les difficultés qu'elles connaissent, c'est non pas parce que nous ne savons pas les gérer, c'est non pas parce que les équipes font n'importe quoi, c'est non pas parce que nous ne savons plus remplir nos missions, c'est essentiellement parce que l'ensemble des acteurs de santé aujourd'hui ne peuvent pas ou ne remplissent pas leur mission. Et qu'à ce titre, la défaillance notamment de la ville retentit sur le fonctionnement de l'hôpital. Et cela, c'était essentiel d'enfin dire qu'il s'agissait d'une réforme systémique et structurelle de notre système de santé et non pas une réforme de l'hôpital. Alors, nous reconnaissons bien sûr ce point qui met l'accent sur l'organisation de la médecine de ville, la promotion du lien ville-hôpital. Et vous le savez, la FHF est fortement engagée en ce sens puisqu'elle a par ailleurs élaboré des recommandations pour mettre en pratique ce rapprochement ville-hôpital. Sur l'exercice mixte
et notamment toujours dans ce cadre de rapprochement ville-hôpital. Sur l'organisation et le développement des CPTS, nous avons besoin effectivement d'interlocuteurs libéraux et la mise en œuvre des CPTS peut permettre de faciliter la coordination et la collaboration ville-hôpital. L'objectif aussi qui est fixé à la médecine de ville, de prendre sa part dans les urgences de jour jusqu'à 20 heures et sans avance de frais, je crois que c'est vraiment cela aussi, est un premier pas, mais ne répondra pas complètement aux attentes des patients et ne sera pas de nature à remédier à la saturation des services d'urgence. Autre point positif et que la FHF a appelé de ses vœux depuis plusieurs années, remettre au cœur du système la pertinence et la qualité des soins. Il est essentiel aujourd'hui de pouvoir réguler par la pertinence, même si cela reste une démarche assez modeste à ce stade et assez floue. Puisque vous le savez, il est annoncé un développement du financement à la qualité, une dotation de 300 millions d'euros contre 60 millions aujourd'hui. C'est un bel effort, toutefois il est à nuancer, comme je vous l'indiquais, car les modalités ne sont pas stabilisées. De la même façon, la création de financement au forfait. Là encore, c'est une bonne démarche. Toutefois, cette création de financement au forfait ne concerne que 2 pathologies et surtout, elle ne concerne que l'hôpital. Or, vous le savez aussi, la question du parcours, elle est essentielle et elle se pose avant tout aussi en ville. Et puis, par ailleurs, si le gouvernement a introduit un amendement sur la pertinence dans le PLFSS, sorte de premier pas, comme je vous disais, très timide, on ne peut que regretter l'absence de concertation, puisque nous avons découvert que cet amendement a été introduit au dernier moment. Le flou sur les modalités de mise en œuvre est sur un sujet majeur qui ne mérite pas un tel traitement et sur lequel, je vous le disais, la FHF a été précurseur. L'introduction dans la réforme du concept de responsabilité territoriale ou populationnelle, là encore, et vous êtes concernés dans votre région, la FHF a développé cette approche populationnelle qui a tout son sens dans cette réforme du système de santé. 5 territoires pilotes ont été retenus au plan national, dont l'un en Bourgogne-Franche-Comté, la Haute-Saône. Mais vous savez que nous avons aussi donc la Cornouaille, les Deux-Sèvres, le Douaisis et l'Aube. Ces 5 territoires vont travailler sur cette approche à partir de 2 pathologies que sont le diabète et l'insuffisance cardiaque. Et par ailleurs, je crois que Denis Walzer vous en a dit quelques mots hier. Alors, cependant, si cette réforme va dans le bon sens, cette réforme occulte totalement les enjeux d'aujourd'hui et immédiats pour l'hôpital et le secteur médico-social. L'absence de mesures concrètes concernant le financement des établissements publics, les 400 millions d'euros annoncés pour accompagner le plan sont à mettre en regard, hélas, des 960 millions d'euros d'économies à réaliser sur l'exercice 2018, mais sont également à mettre en regard des 1,2 milliard d'euros d'économies demandées d'ici 2022 sur la masse salariale. En outre, la répartition de ces 400 millions d'euros entre l'enveloppe de ville et l'enveloppe des établissements de santé ne laisserait que pour les seuls hôpitaux publics qu'une enveloppe marginale de 110 millions d'euros. La hausse correspondante du taux d'évolution de l'Ondam de 2,3 à 2,5 est donc largement insuffisante et la FHF regrette qu'aucune mesure ne vise à desserrer les taux dès 2019 et qui contraint encore plus nos établissements. Le signal fort attendu par les hospitaliers est absent. Or, vous le savez, la réforme n'aura de chance de réussir que si les hospitaliers et les médico-sociaux sont en mesure de continuer à assurer leur mission, puisque nous savons également qu'il faudra bien 5 à 10 ans avant que tout soit organisé au sein de la ville. Par ailleurs, l'annonce par le gouvernement d'un retour à l'équilibre pour les comptes de la sécurité sociale, dont on se félicite tous, masque la réalité financière des établissements publics qui subissent au quotidien d'extrêmes tensions. Et la FHF refuse que ces établissements servent de variable d'ajustement dans le jeu des vases communicants qui consiste à transférer, à faire basculer le déficit de la sécurité sociale aux hôpitaux ou, dit autrement, à se féliciter du retour à l'équilibre de nos comptes de sécurité sociale sur le dos des hôpitaux. C'est ainsi, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président,
que le conseil d'administration de la FHF, réuni le 26 septembre dernier, a voté une motion qui a d'ailleurs été adressée au président de la République, au Premier ministre et à la ministre des Solidarités et de la Santé, ainsi qu'aux parlementaires. La FHF demande des mesures financières immédiates qui mettent fin à l'extrême situation de tension qui pèse sur l'hôpital, l'arrêt dès 2019 de la baisse des tarifs et de la régulation prix-volume, dont on sait aujourd'hui qu'elle n'a aucun sens. La restitution en 2018 des crédits des établissements de santé non consommés pour ne plus faire de l'hôpital, comme je vous le disais, la variable d'ajustement des dérapages des autres enveloppes. Une cohérence et une responsabilité de l'État pour mettre fin aux injonctions contradictoires, alors que dans les territoires, j'en ai déjà parlé, la réalité est souvent à la demande de fermeture de lits, sans réflexion territoriale, et à des suppressions et des redéploiements dans des secteurs très en tension. Peut-être que sortir du langage systématique et du code qui est capacitaire et masse salariale, maîtrise de la masse salariale, ça aurait peut-être beaucoup plus de sens en parlant effectivement des enjeux de parcours de santé et des enjeux pour l'humain au sein de ce parcours de santé. Une réelle volonté politique pour répondre immédiatement à la situation de crise sans précédent que vit le secteur psychiatrique et la psychiatrie publique, l'accélération des mesures nécessaires pour reconnaître et sauvegarder le caractère d'intérêt général du secteur médico-social public. Donc inscrire des perspectives de long terme est nécessaire, mais ne doit pas faire oublier que c'est aujourd'hui que les hôpitaux et structures médico-sociales vivent d'extrêmes tensions. À la Fédération hospitalière de France, il n'est pas question d'oublier le quotidien des professionnels de santé, et c'est bien ce qui manque dans cette réforme. Les conséquences d'une telle politique du déni sont graves. La perte de sens pour les professionnels. Quand on nous impose une baisse importante des tarifs, de remboursement des actes, en expliquant que cela sera compensé par la hausse du nombre de taxes, mais que de l'autre côté, l'on demande aux établissements de développer l'activité ambulatoire, qui a vocation, et nous le savons, à réduire la durée de séjour, vous voyez bien que c'est plus que kafkaïen. Et quand le directeur de la CNAM lui-même, lors d'une audition à la Commission des affaires sociales 31 octobre dernier, reconnaît le tassement de l'activité hospitalière, qu'il estime cohérent avec la politique menée en matière ambulatoire, vous le voyez, les hospitaliers ne marchent pas sur la tête. Alors prenons-le au mot et que le ministère arrête donc de surévaluer l'évolution de l'activité et de baisser les tarifs au regard de cette surévaluation. Quand les tarifs n'ont plus rien à voir avec les coûts de prise en charge des pathologies, là encore, quand le président de la République annonce qu'il n'y aura pas de plan d'économie sur l'hôpital et que vous recevez 15 jours plus tard la circulaire qui vous demande de réaliser les économies sur 2018. Quand on nous rogne chaque année l'enveloppe à travers d'une formule plutôt technocrate, mais aux impacts financiers bien réels de débasage et de rebasage. Et quand aucune réelle mesure sérieuse en matière d'attractivité médicale et des métiers en tension n'est proposée. La baisse de l'investissement. Pour les hôpitaux publics, l'aggravation de la situation financière d'exploitation entraîne, vous le savez, une baisse des investissements. Mais rappelons tout de même que nous passons de 6 milliards en 2011 à moins de 4 milliards en 2017. Ce niveau d'investissement est insuffisant pour assurer à la fois le renouvellement des installations, la modernisation de nos plateaux techniques, les opérations de rénovation, le financement de l'innovation technologique. Et puis en même temps, et je ne peux pas ne pas le dire, des conséquences importantes et des impacts sur la sécurité des professionnels et sur les risques encourus par les dirigeants. Pensons notamment à la réhabilitation des bâtiments et au sujet notamment qui est très récent, prégnant, la question de l'amiante. La FHF propose que les efforts réalisés par les établissements pour respecter leurs enveloppes financières au sein de l'ONDAM ne soient plus utilisés pour combler les dépassements des autres enveloppes et notamment celles de ville, mais je n'y reviens pas. Nous comptons bien sur l'examen en cours du PLFSS 2019 pour nous faire entendre. Vous le savez, au-delà des initiatives que nous avons prises à notre niveau, les différentes fédérations hospitalières, FHF, FEAP, FHP et Unicancer ont pour la première fois, dans le cadre d'une conférence de presse commune, interpellé les pouvoirs publics et alerté l'opinion. Il y a bien sûr les spécificités de chacune de ces fédérations, mais pour autant, sur le mécanisme délétère de la baisse des tarifs et sur le gel des crédits, sur cette sous-exécution de l'ONDAM que l'on orchestre
et qui ne revient pas aux hospitaliers qui remplissent leurs objectifs. Au-delà de tout cela, je veux vous donner les grandes lignes des amendements que la FHF a fait porter auprès des parlementaires. Ce que nous souhaitons, c'est la fin des injonctions contradictoires et une politique de santé qui soit cohérente, qui soit assumée. Par exemple, en chiffrant clairement les mesures catégorielles et en organisant une conférence publique de consensus en amont de chaque PLFSS. C'est la sanctuarisation de l'innovation, de la recherche, de l'investissement par des mécanismes et enveloppes dédiées. C'est bien sûr la convergence des droits et des devoirs de tous les acteurs de santé financés par la collectivité, à travers la régulation sur toutes les enveloppes, y compris bien sûr celle de ville, l'équité dans le financement des actes et consultations à travers la transposition complète des conventions médicales. C'est enfin, pour le secteur médico-social, la vigilance toute particulière sur la suppression des modalités d'application du forfait global dépendance et de la compensation des charges de services publics pour les EHPAD qui, chacun sait, assument la prise en charge des plus précaires, des plus vulnérables et de ceux qui sont souvent en plus grande perte d'autonomie. Enfin, je profite de ce dernier point pour terminer ce panorama sur notre action dans la politique grand âge et autonomie. Le conseil d'administration de la FHF s'est fortement positionné sur l'accompagnement vers l'autonomie de tous les publics dans le cadre d'une véritable politique inclusive. Ceci suppose une révision en profondeur des modalités de financement, la mise en place d'un vrai droit universel à la compensation de la perte d'autonomie, avec une forte contribution de la collectivité nationale du type 5e risque, la reconnaissance, comme je l'ai dit, des spécificités du secteur public et les conséquences de la politique inclusive sur la lourdeur des prises en charge en établissement. Chacun le sait, le secteur est en forte tension, pour ne pas dire en crise, et il connaîtra ces prochaines années des mutations profondes. C'est pourquoi, avec notre mobilisation contre les impacts de la loi vieillissement, nous sommes totalement engagés pour promouvoir nos propositions dans le dispositif de concertation nationale confié à Dominique Libault. Nous sommes pleinement mobilisés en lien avec les régions et notamment la vôtre, puisque Sévena a eu l'occasion d'ailleurs de nous représenter très récemment dans un des groupes de travail. Enfin, je voudrais à présent dire quelques mots de la belle thématique fédératrice que vous avez choisie pour ce congrès, le facteur humain, les valeurs hospitalières et professionnelles. Voilà un sujet cher à notre communauté et cher à notre fédération. Fruit de plusieurs siècles d'histoire, d'engagement et de partage, les valeurs hospitalières guident la pratique professionnelle de l'ensemble des acteurs du service public. Elles stimulent l'envie d'entreprendre et d'innover, et ce même dans un contexte que l'on sait aujourd'hui extrêmement difficile. Vous le constatez chaque jour dans vos établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux. Dans un environnement aux progrès aussi rapides que radicaux, l'hôpital et les structures sociales et médico-sociales font preuve d'initiative, de flexibilité, de réactivité. Les métiers changent dans des organisations en mouvement. Convaincus que l'innovation managériale, notamment en matière d'organisation et de ressources humaines, stimule, nourrit et améliore la qualité des soins, la FHF a produit de nombreuses réflexions dans ce domaine, pilotées au sein de notre commission permanente RH, métiers, attractivité et qualité de vie au travail, présidée par David Pinet, dont je voudrais saluer ici l'implication et le temps qu'il consacre à cette mission et qui interviendra ce matin. J'ai par ailleurs noté sur le thème de l'innovation et de ses conséquences dans le domaine de la santé l'intervention cet après-midi d'Enguerrand Ambran, directeur du Fonds Recherche et Innovation de la FHF. Et là encore, je pense que, comme il sait très bien le faire, il saura captiver son public. En effet, au-delà des contraintes immédiates, il est essentiel que nous poursuivions notre démarche prospective sur l'évolution technologique et numérique et sur les conséquences sur le métier à l'hôpital. Alors, je pense que j'ai été assez longue. Je voudrais vraiment vous remercier tous et toutes pour votre dynamisme, votre engagement. Merci pour votre implication, pour votre soutien, car nous avons besoin des régions. Et merci de l'énergie que nous formons ensemble et qui est essentielle pour l'avenir de notre secteur. Merci à vous. Monsieur Pierre Pribil, directeur général de l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté.
Bien, merci. Étant le 4e intervenant à cette séquence introductive, je me permettrai de commencer mon propos par un salut général et néanmoins très affectueux. Je suis ravi d'être finalement parmi vous puisque je n'étais pas au programme, que je suis donc venu par surprise et donc je vous remercie de m'avoir laissé entrer. Je tenais vraiment à être présent à votre réunion de famille et j'avais déjà eu l'occasion de venir à votre rencontre l'an passé, à Dole, si ma mémoire est bonne. Et en un an, en venant ici, en me demandant ce que j'allais pouvoir vous dire et vous passer comme commande ce matin, je ne suis pas venu les mains vides, je me disais quand même, en un an, nous en avons vécu des aventures ensemble. Je parle pas seulement de cette formidable aventure collective qu'est la préparation d'un projet régional de santé, je m'en souviendrai longtemps. Je parle surtout, et je me souviens, et nous en vivons encore aujourd'hui, de toutes ces multiples aventures qui ont ponctué cette année avec quasiment chacun de vos établissements. J'ai pu, en tout cas, s'il y a une chose qui ne m'est pas apparue depuis que je suis dans cette région, c'est la dimension routinière de votre activité. Alors, j'ai pu effectivement mesurer pendant cette année écoulée, cette tension que vous venez de décrire les uns et les autres dans vos discours respectifs, entre d'une part les ambitions d'excellence, d'universalité, du service public hospitalier auquel vous vous efforcez au quotidien d'être fidèle, et d'autre part ce champ de contraintes effectivement très serré dans lequel vous exercez vos fonctions, des contraintes financières, bien sûr, vous en avez parlé, des contraintes humaines, et notamment dans notre région en matière de démographie médicale, mais pas que, des contraintes techniques, géographiques, essentielles dans notre région extrêmement vaste et peu densément peuplée, des contraintes réglementaires, je le reconnais bien volontiers. Et cette tension, finalement, en cette fin d'année 2018, on la retrouve, et elle a marqué vos propos entre, d'une part, la fixation de l'Ondam 2019, certes desserrée par rapport à ce qui était prévu, mais néanmoins extrêmement exigeant, et avec les conséquences que vous venez d'énoncer en termes de contraintes de gestion qui s'exercent sur les établissements, et d'autre part, l'ambition partagée posée par la stratégie de transformation de notre système de santé, intitulée « Ma santé 2022 ». Alors dans ce contexte, je vais vous inviter d'une part à tenir, et d'autre part à transformer. Alors, tenir, bien sûr, parce que la question en quelque sorte ne se pose pas et que la continuité du service public passe avant tout. Tenir aussi parce que même si, vous l'avez rappelé, la situation financière des établissements est une préoccupation commune, il n'empêche que les efforts qui vous sont demandés, qui ont été demandés à l'hôpital public au travers des Ondam successifs, ne sont pas vains. Et tout de même, le fait que notre sécurité sociale revienne à l'équilibre cette année, et je pense une satisfaction partagée, non seulement elle revient à l'équilibre, mais en plus elle se désendette. Et vous le savez, il n'y a pas de survie possible de l'hôpital public, en tout cas avec le niveau de solidarité auquel je crois nous sommes tous attachés, s'il n'y a pas une sécurité sociale solide. Et puis tenir, parce que, quelque part, les transformations engagées, celles dont je comprends que vous les appelez également de vos voeux, elles sont nécessairement progressives, même si la volonté du gouvernement est d'aller très vite, et elles ne porteront leurs fruits pleinement qu'à moyen terme. Et donc, d'une certaine manière, il nous faut tenir le temps de transformer, mais surtout transformer pour pouvoir tenir durablement. Alors, transformer quoi ? Évidemment, transformer les organisations internes à vos établissements. J'ai envie de dire, c'est votre activité quotidienne, c'est votre quotidien. Et je veux ici vraiment rendre hommage à ce travail de l'ombre, dont je sais à quel point il peut être éprouvant pour les équipes, quelle que soit leur fonction dans vos établissements, mais qui est éminemment nécessaire. En particulier, je pense à ceux d'entre vous qui réalisent ce travail de transformation permanente dans un contexte, le pire qui soit, à mon sens, d'un manque de ressources médicales parfois très aigus, et je pense en particulier à ceux d'entre vous qui exercent dans la Nièvre et dans l'Yonne. Transformer également l'offre de soins de vos établissements, et pas que, mais de vos établissements en particulier. Alors, le projet régional de santé que nous avons construit ensemble a posé très clairement ce principe, Monsieur le Président, que vous avez rappelé tout à l'heure, de la gradation des soins. Et il le décline précisément, et nous nous attendons à sa mise en œuvre.
Je veux profiter ici pour saluer vraiment la participation extrêmement constructive de la Fédération à la préparation du projet régional de santé, dans un contexte où le travail de pédagogie et de conviction reste néanmoins à faire sur ce sujet de la gradation des soins dans notre région. Certaines de ces transformations sont extrêmement complexes, hein, il faut le reconnaître, et je veux ici rendre hommage en particulier aux efforts fournis extrêmement intenses dans des départements comme le Jura et la Saône-et-Loire. Et je veux vous dire ici que vous trouverez toujours l'agence à vos côtés pour mener ces transformations, pour les expliquer, les soutenir, les porter avec vous et leur donner du sens, non seulement en interne, ça je sais que vous vous y employez, mais surtout auprès de la population qui parfois craint que derrière ce grand mot et un peu technique, il faut le reconnaître, de gradation des soins, se cache en réalité un nouveau retrait de services publics tels qu'on les connaît dans certains de nos territoires. D'une manière générale, je vous redis ici, vous savez que je ne veux pas d'une ARS qui ne soit que la courroie de transmission de contraintes financières, réglementaires. Ça fait évidemment partie de notre travail, mais je veux une ARS qui soit à vos côtés pour trouver des solutions et les mettre en œuvre et les assumer à vos côtés sur le territoire. D'ailleurs, Ma Santé 2022, dont vous avez parlé tout à l'heure, je trouve, confirme et amplifie la portée de ce principe de gradation des soins. Cela va nous permettre en particulier d'avancer dans 3 directions. La première, c'est d'amplifier la dynamique des groupements hospitaliers de territoire. Pour vraiment, non pas construire des cathédrales administratives ou de papier, mais bien mettre en place des actions concrètes qui concourent à l'amélioration de l'accès aux soins et sur le terrain. Par exemple, je voudrais ici citer l'exemple de la mobilisation du groupement hospitalier de territoire du centre Franche-Comté, qui se met en situation de proposer une filière graduée de chirurgie entre l'hôpital de Dole et le CHU de Besançon. Ça me semble être un excellent exemple de ce qu'on peut attendre de concret d'un groupement hospitalier de territoire. Le deuxième élément que Ma Santé 2022 va nous permettre, je pense, de mettre en avant et pour du progrès, aussi pour nos concitoyens, c'est de redonner du sens et de la valeur à l'hôpital en proximité, qui, il faut bien le dire, au fil du temps, avait bien trop tendance à devenir en gros ce qu'il reste une fois qu'on a enlevé la maternité et la chirurgie. Il me semble que Ma Santé 2022... D'ailleurs, le projet régional de santé, sous votre aimable impulsion, je dois le dire, comporte un certain nombre d'énoncés en la matière, en tout cas de principes, sur ce que doit être l'hôpital en proximité. Et Ma Santé 2022 va nous permettre d'avancer. Je voudrais ici vous dire que ça n'est pas de la science-fiction. Et d'ailleurs, un petit peu de fierté régionale ne nuit pas. Si vous avez, et je pense que vous l'avez consulté avec attention, le dossier de presse gouvernementale sur Ma Santé 2022, il est mis en exemple la situation de l'hôpital de Lure dans notre région, ce qui montre que nous n'avons pas à attendre, que c'est d'ores et déjà possible et que nous pouvons nous appuyer sur ce programme pour d'ores et déjà engranger des transformations et des offres de services réels en proximité. Voilà, je vous invite à ne pas attendre et d'ores et déjà à vous projeter dans cette nouvelle organisation au sein de chacun de vos groupements hospitaliers de territoire. Et puis, vous en avez parlé, le président de la République a reconnu l'effort qui avait été demandé aux hôpitaux, et vous avez été à ce rendez-vous de structuration territoriale de l'hôpital public au travers des groupements hospitaliers de territoire. Et Ma Santé 2022 consiste en particulier à demander à la ville de faire le même effort de structuration à l'échelle des communautés professionnelles territoriales de santé. Et l'enjeu pour vous, c'est d'avoir un interlocuteur sur le terrain avec qui bâtir des ponts entre la ville et l'hôpital, ces ponts que vous appelez de vos voeux et que nos concitoyens d'ailleurs appellent de leurs voeux. Donc je vous invite d'ores et déjà, l'ARS va être bien entendu à l'appui de ces dynamiques locales, à être non pas à l'initiative, il appartient aux acteurs de la ville de se mettre en mouvement pour structurer ces communautés professionnelles, mais à être à l'affût de ces dynamiques de territoire et, le moment venu, de vous brancher sur ces dynamiques pour établir ces passerelles qui font partie des missions qui ont été confiées, qui sont énoncées pour ces communautés professionnelles territoriales de santé. Tout ça pourquoi ? Tout simplement pour améliorer le parcours de nos concitoyens, d'ailleurs aussi en aval ou en amont d'une hospitalisation, mais pas que, aussi pour diminuer ce recours aux urgences qui pose tant de problèmes dans vos établissements.
Et puis, transformer plus largement notre système de santé, au-delà de vos établissements, mais avec vos établissements. Je veux donner trois exemples de cela. La première chose, c'est vraiment ces nouveaux modes de financement, financement au parcours, cette vision un peu plus large du décloisonnement des prises en charge au service des patients. Alors, là aussi, un petit peu de fierté régionale ne nuit pas. Et je voudrais vous dire que vous avez entendu parler de ce fameux article 51 et nombre d'entre vous travaillez sur des dossiers très concrets qui, en dérogeant à la norme administrative qui, effectivement, est assez impressionnante, permet de construire de nouveaux parcours, de nouveaux modes de financement et venir à l'appui de nouveaux projets. Et je veux saluer ici la réussite du CHU de Dijon, qui honore notre région, puisqu'il s'agit du porteur du premier projet issu du terrain, d'article 51, qui a franchi le cap du comité national de sélection avec un projet de prise en charge des patients en post-AVC et en post-infarctus. Le deuxième axe de transformation que je voudrais devant vous énoncer, c'est celui d'une priorité nouvelle accordée à la prévention. Alors ça va du plus simple, ou en tout cas du plus petit, au plus global. Le plus simple, je mets quand même des guillemets, c'est tout simplement, par exemple, se vacciner contre la grippe, en particulier quand on est un professionnel de santé dans un établissement. J'en profite pour passer un message de saison, mais nous avons ensemble, vous le savez, l'an dernier, mené une petite enquête, et le taux de couverture vaccinale des professionnels de santé dans nos établissements dans la région s'élevait à un peu plus de 20%, ce qui, vous en convenez, n'est évidemment pas à la hauteur de l'enjeu de santé publique dont il est ici question. Et puis ça va jusqu'au plus global, vous en avez parlé, là aussi, je pense que nous pouvons être fiers dans notre région que le groupement hospitalier de Haute-Saône fasse partie de ces 5 partenaires qui, dans une approche beaucoup plus globale, intégrant bien entendu la prévention, se mettent en situation de décliner un projet de responsabilité populationnelle à l'échelle d'un territoire, en plus un territoire marqué par la ruralité et un certain nombre d'enjeux que je viens d'indiquer qu'est la Haute-Saône. Voilà, j'espère que ce projet connaîtra les lendemains qu'il mérite. Merci aux professionnels de ce groupement hospitalier d'avoir intégré ce projet. Et puis enfin, mais vous en avez dit quelques mots, je voudrais citer ce projet qui, je crois, vous mobilise tous d'une société plus inclusive en faveur notamment des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Vous en êtes des acteurs, j'ai envie de dire, naturels au travers des établissements médico-sociaux qui sont ici représentés, mais vous en êtes aussi un acteur en tant qu'offreur de soins, garant d'une égalité d'accès aux soins, en particulier pour ces publics. Et je voudrais ici saluer l'engagement en particulier des établissements du Nord-Franche-Comté qui, dans le territoire de Belfort, ont rejoint une initiative qui s'appelle Territoire 100% inclusif. Et le territoire de Belfort est le premier territoire à s'engager dans cette démarche de territoire 100% inclusif voulue par la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Voilà, j'espère vous avoir démontré par ces quelques propos introductifs à votre journée que notre région, mais vous le savez, se bat au quotidien pour tenir le cap d'un service public hospitalier à la hauteur des attentes de nos concitoyens, mais aussi, et grâce à vous, et j'en ai cité quelques exemples très concrets, pour être aux avant-postes des transformations qui préparent notre système de santé de demain. Je vous en remercie, je vous invite à persévérer en ce sens, et à ne pas oublier quand même d'en tirer de temps à autre une très légitime fierté. Merci à vous et bon forum. Très bien, on va terminer cette première séquence et avec une petite quinzaine de minutes de pause. On a pris un peu de retard et puis il y a quelques contraintes horaires, donc je vous demande effectivement de retourner effectivement dans les stands, de prendre un café le cas échéant, mais de répondre ensuite rapidement à l'appel qu'on fera passer par haut-parleur. Merci.